Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là pour ce meet-up sur l'IA et comment recréer de l'espace mental grâce à l'IA. Alors, j'ai mis un titre qui va s'avérer un tout petit peu trompeur, mais c'était pas volontaire, c'est juste qu'en faisant la presse, je me suis rendu compte que pour aller jusqu'au bout de l'idée de créer du temps off avec l'IA, il faut voir quelles sont les conditions pour lesquelles, grâce auxquelles on peut créer du temps off. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et je vous explique juste très rapidement 2 mots sur qui je suis et pourquoi je prends la parole sur le sujet. Donc, moi, j'ai un parcours d'abord de recherche en neurosciences. J'ai fait une thèse, j'étais prof à Harvard. Ensuite, j'ai créé une boîte qui a développé le premier outil basé sur les sciences cognitives et l'intelligence artificielle pour le recrutement. Et depuis 4 ans, j'accompagne des projets et des entreprises sur les stratégies de déploiement de l'IA, pas au niveau des outils, mais au niveau de ce que ça change dans l'entreprise. Alors, donc on va commencer par un petit sondage à main levée. Donc, d'abord, avant cette question-là, c'est qui a utilisé volontairement de l'IA dans les 6-7 derniers jours? Donc, volontairement et consciemment, ok. Donc, dans ceux qui en ont utilisé volontairement et consciemment, qui a la sensation d'avoir gagné du temps? D'accord, donc c'est les mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main avant et pas maintenant? Non? Ok, donc vous avez gagné du temps, super. Est-ce que vous l'avez mesuré ce temps? Alors, on va refaire show of hands. Qui a mesuré, a objectivé ce temps? Bon, une personne, 2, c'est pas mal, on en discutera. Donc pour les 2 personnes qui restent, et peut-être une ou 2 autres qui n'ont pas osé lever la main, donc ceux qui ont l'impression d'avoir gagné du temps, qui sont sûrs que c'est le cas, ce temps que vous avez gagné, vous l'avez utilisé pour quoi? Plutôt pour continuer à classer vos emails ou plutôt pour prendre du temps de qualité? Est-ce que c'était du temps de qualité? Est-ce que vous avez vraiment consciemment, volontairement utilisé ce temps pour faire quelque chose de qualité? Ok. Et ça a été vérifié, vous l'avez vérifié? C'est-à-dire que vous êtes dit, voilà, là j'ai gagné 1h30 sur ma semaine, ok. Bon, bah, c'est pas mal, on a une personne sur 35, je sais pas combien vous êtes. Voilà, ça donne une idée de... En gros, le constat par rapport à l'IA qui est une promesse qui est de gagner du temps et une réalité qui est, déjà, on ne sait pas vraiment si ça fait gagner du temps ou pas. Et si on en gagne, c'est pas clair non plus ce qu'on fait réellement de ce temps. Donc ce point, il est vrai au niveau individuel pour chacun, chacune dans vos usages quotidiens, mais il devient massif rapporté à une entreprise ou une nation, par exemple. Hein. C'est-à-dire c'est une promesse, peut-être pour vous, ok, ça ne change pas la face du monde, mais rapporté à la masse d'utilisateurs, ça devient vraiment une énorme question, le delta entre la promesse et la réalité. Il y a une autre manière de formuler cette promesse qui est donc je vais déléguer des trucs à l'IA pour avoir de l'espace mental ou de l'espace pour faire autre chose. Bon, ce qu'on a vu là, c'est que, encore une fois, cette promesse, elle n'est pas forcément réelle. En revanche, il y a quelque chose qui est réel et que je vois dans mon usage et dans l'usage des personnes que j'accompagne, c'est que le fait d'utiliser des LLM quotidiennement, ce qui est sûr, c'est que ça rajoute du contenu. Ça rajoute du contenu qu'il faut traiter. Ça rajoute des micro-décisions sur l'appel d'offres qui a été écrite par Gemini versus OpenAI, laquelle est mieux, quelle bouche prend. Et ça crée de la saturation de data. Je sais pas, est-ce que vous l'avez senti ça, ce truc de j'utilise un LLM ou un outil pour m'aider, je sens quand même qu'il se passe quelque chose de bien, c'est pour ça que je continue, mais objectivement, quand même, je passe beaucoup de temps à curate, à soigner ce que je récupère de cet outil. Vous l'avez senti? Alors, le truc, c'est que ce n'est pas un sujet technique. Ce n'est pas la faute de l'IA, ou pas uniquement la faute de l'IA. Évidemment, il y a des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure que les modèles progressent. Encore que, attention, parce que les modèles de LLM, ils ne progressent pas toujours pour le mieux. Quand on teste la véracité des réponses LLM et les erreurs, avec le temps, il y a des erreurs qui diminuent, il y en a d'autres qui augmentent. Donc bon, peut-être qu'il y aura des choses qui se régleront au niveau technique, mais surtout, c'est un sujet de structure mentale. C'est un sujet côté utilisateur. Alors, bon, c'est un titre un peu pompeux, hein, mais je vais faire une toute petite aparté.
sur la soi-disant intelligence humaine. Alors, il y a 2 ans, j'avais fait une présentation ici sur les biais cognitifs. Je n'ai pas voulu reprendre trop de slides de ça au cas où des personnes étaient là il y a 2 ans. Mais je vais parler un tout petit peu des biais cognitifs. Est-ce que tout le monde connaît les biais cognitifs? Tout le monde en a entendu parler? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas entendu parler? Ok. Donc, je fais une toute petite parenthèse biais cognitifs juste pour montrer les endroits où, de manière systématique, on fait tous et toutes des erreurs de raisonnement. Alors, bon, des biais cognitifs, il y en a plus de 200. Ça, c'est une des classifications. Il y en a beaucoup. En plus, c'est pas un terme scientifique, biais cognitif, c'est un terme linguistique. C'est purement... y a pas donc, quand on dit qu'il y en a 200, on pourrait dire qu'il y en a 1000 si on va regarder dans les micro-détails la mécanique de chacun des biais. Alors, cet exemple-là, c'est... là, si je vous demande de transformer cette figure en une figure qui est parfaitement symétrique, est-ce qu'il y a des volontaires pour me dire qu'est-ce que vous feriez? Vous avez le droit de... Un carré qui est blanc peut devenir bleu, un carré qui est bleu peut devenir blanc. Et on veut que la figure soit symétrique à la fin. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce que vous feriez? Oui. D'accord, donc je reformule parce que, à cause du micro. L'idée, c'est que comme il y a 4 carrés bleus en haut, on va mettre 4 carrés bleus ici, ici et là. C'est ça la proposition. Ok. Bon, globalement, c'est pas juste monsieur. La plupart des gens vont aller vers des solutions comme ça. Alors qu'en fait, il y a une solution beaucoup plus simple qui est celle de retirer les 4 carrés bleus d'en haut à gauche. C'est un biais normal, c'est pas juste vous, c'est tout le monde. Donc ça s'appelle le biais d'addition. C'est un biais que les humains ont, c'est qu'on a tendance à rajouter des couches de complexité sur la complexité plutôt que de simplifier. Bon, c'est un premier biais comme ça hein, pour s'amuser. Ce biais-là, est-ce que quelqu'un le connaît, le biais des bombardiers? Oui? Bah, vous n'avez pas le droit de répondre alors. Alors, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur la base de je ne sais pas où, les bombardiers reviennent, ils ont des impacts de balles sur les zones qui sont marquées sur les avions. Donc, la tâche pour les ingénieurs, c'est de prendre en compte cette information. Les avions ont des impacts sur ces zones-là et de faire en sorte que plus d'avions reviennent, d'accord, qu'il y ait moins de pertes. Donc, 2-3 personnes, juste, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? S'il y a quelqu'un qui veut juste me dire, et puis je reformule au micro. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'assurer que les avions reviennent, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention avant qu'ils partent? Oui? Voilà, donc on renforce ces parties-là. Bon, voilà, évidemment, c'est un piège, merci d'avoir répondu. Alors, la plupart des gens vont dire on va renforcer ces parties-là. Et à l'époque, il y avait un mathématicien qui travaillait sur ces sujets, donc s'appelle Abraham Wald, qui a dit bah non, justement, il ne faut surtout pas renforcer ces parties-là, parce que les avions qui reviennent sont ceux qui ont survécu. Donc, les informations qu'on n'a pas, c'est que tous les avions qui ne sont pas revenus, probablement ont été touchés ailleurs. Donc, lui, sa technique, c'était justement de protéger sur les zones qui ne sont pas affectées dans les avions qui reviennent. Bon, c'est déjà pas mal. Et 50 ans plus tard, un autre mathématicien qui a dit bah oui, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les risques de manque de carburant, il y a n'importe quelle avarie mécanique. Vous voyez, donc c'est ce truc de... On a... pardon. Hop là. Donc ça s'appelle le biais du survivant. C'est voilà, cette tendance qu'on a à se dire bah, il y a une information qui est devant mes yeux, donc globalement, ça doit être la bonne. Je vais faire une action avec cette information-là, sans prendre en compte justement ce qui manque, qui parfois est beaucoup plus important que ce qu'on a. Voilà, juste 2 petits exemples de biais. J'ai essayé de sortir un peu des classiques pour, voilà, pour que ce soit rigolo. Donc là, je vous ai montré 2 biais sur, comme je le disais, il y en a plus de 200, et ça dépend comment on les calcule. Donc voilà, l'être humain n'est pas si intelligent que ça, mais je pense que tout le monde était au courant. Oui? Vous étiez au courant ou qu'on n'est pas forcément très fort en raisonnement? Alors, le truc, c'est que on se dit, bah, nous, on n'est pas très fort en raisonnement parce qu'on est des mammifères, mais heureusement, on a l'IA. Et l'IA, elle, globalement, elle est plutôt logique, elle raisonne bien, etc. Alors, on va voir ça ensemble. Est-ce que l'IA... Donc, est-ce que l'IA, elle raisonne mieux que l'être humain? Donc là, je vous montre quelques exemples. Pour vous montrer que c'est vrai, je montre les screenshots. Et comme c'est pas trop lisible, après, je remets le texte. OK? Donc ça, c'est avec Gemini. J'ai utilisé Gemini, Claude et OpenAI pour les tests. Donc là, je lui dis, je travaille sur les erreurs de raisonnement chez les humains.
de quels mathématiciens il faudrait que je m'inspire? C'est quoi les travaux des mathématiciens qui sont importants quand on s'intéresse au raisonnement chez l'être humain? Donc il me répond ça, je vous le mets en texte juste après. Alors je vous laisse lire, même si c'est un peu... faites une lecture rapide, j'ai mis des trucs en gras. Voilà, donc vous lisez comme en général vous lisez l'IA, c'est-à-dire vite fait et sans trop vous prendre la tête. Qu'est-ce qui ne va pas donc? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce texte? Vous pouvez dire des choses, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce que vous voyez qui irait pas? À première vue, comme ça. La lisibilité n'est pas bonne. Oui. Oui, bon, ça c'est peut-être de ma faute dans le copier-coller. Hein. C'est trop dilué, ok. Oui. Il y a 2 pistes différentes et ça finit par une question. Ouais, quoi d'autre? Il y a d'autres... Bon, donc oui, alors ce que vous dites, c'est ce que je soulignais sur l'histoire de la confusion, quoi, c'est que ça sature. Mais surtout, en fait, le Jean-Philippe de la Tour n'existe pas. C'est un personnage fictif que Gemini a inventé parce qu'il pensait que ça me ferait plaisir. Donc ça, c'est les biais d'hallucination qu'a l'intelligence artificielle de temps en temps, qui est pas forcément... Bon, alors le personnage n'existe pas. Ça s'appelle aussi le biais d'autorité factice, c'est-à-dire l'IA qui vous répond en vous disant « oui, je sais quelque chose, je vais vous dire un truc que je sais ». Mais c'est un biais d'autorité factice parce qu'en fait, il ne sait rien. Il est probabiliste, il n'a pas de connaissances. Alors, il y a 2 biais à l'intérieur de ce biais d'hallucination, de cet effet hallucinatoire de l'IA. Il y a 2 biais qui sont liés à la manière dont l'IA fonctionne. Un premier qui est le biais de vraisemblance. Donc, chose que vous avez peut-être déjà entendue, mais ça vaut toujours le coup de le redire. Un LLM ne parle pas, il fait des corrélations statistique entre les mots. Donc après ce mot-là, généralement c'est ce mot-là, ensuite c'est généralement ce mot-là. Mais il n'y a pas de sens, il n'y a rien derrière cette probabilité, c'est juste un agencement de mots. Donc par vraisemblance, il peut se dire, bon, bah, à l'époque des Lumières, il y avait des philosophes super, ces philosophes super, ils avaient des noms franchouillards, donc ça devrait passer, quoi. Donc ça, c'est le biais de vraisemblance. Et le biais de complaisance, c'est l'IA qui va toujours vouloir dire oui à vos requêtes. Là, par exemple, il aurait pu me dire, bah, en fait, pour les biais cognitifs, c'est pas la meilleure idée d'aller chercher chez les mathématiciens. Parce que, en fait, c'est vraiment pas la meilleure idée. Alors, c'est différent d'un autre biais dont on parlera après, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le biais de sycophantie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu ce mot-là, sycophantie? Ok. Qui est, bon, on va le voir après. Alors, quand j'ai dit à Gemini qu'il m'avait dit n'importe quoi, il m'a répondu ça. Vous avez tout à fait raison, je vous présente mes excuses pour cette erreur, blablabla, bla bla, donc il n'existe pas. Voilà, et donc il dit c'est une hallucination, voilà, j'ai inventé un personnage crédible en combinant des fragments historiques réels. Voilà, donc d'ailleurs c'est un peu la mécanique des fake news aussi, hein, c'est qu'il y a suffisamment de réel pour qu'on croit ce qui est faux. Voilà, donc pourquoi ai-je fait cette erreur? Bah, justement, on va le regarder ensemble là. Voilà, donc la suite de mots probables statistiquement. Voilà, le nom de la tour, ça sonne bien, 18e, voilà. Voilà, donc les biais. Alors lui, il est conscient, enfin, probabilistiquement, il arrive à la notion de biais de complaisance, mais il n'a pas le deuxième. Alors ensuite, ok, donc j'ai cette question-là. J'ai un verre de vin, il est plein. Je le mets sur mon lit, je mets le lit dans ma voiture et je conduis jusqu'à la ville voisine. Où se trouve le vin? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me répondre? J'ai besoin d'une réponse humaine avant, sinon ça ne marche pas. Il est où le vin? Dans le matelas, voilà, il est dans le matelas. Et accessoirement dans l'autre ville. Mais on comprend que l'idée, c'est que surtout, il n'est pas resté dans le verre, quoi. Alors, les réponses de... donc ça, c'est OpenAI. Alors OpenAI, c'est marrant parce que il fait vraiment, lui, il nous montre statistiquement comment ça marche, quoi, pour arriver de manière très certaine à la mauvaise réponse. Le verre est toujours dans le vin, qui est sur le matelas, qui est dans la voiture. Donc ça, c'est OpenAI.
Et ça, c'est Claude. Voilà, le vin se trouve dans le verre qui est sur le lit, qui est dans votre voiture. Voilà. Claude, c'est vraiment marrant les différences entre les modèles, parce que là, il commence à saisir que peut-être il y a un problème quand même. Hein. Il dit à la fin, un pilote de rallye, bon, il sent quelque chose, mais bon, voilà, probabilistiquement, il n'y est pas encore avec son modèle. Donc ça, c'est le biais d'échec du sens commun. C'est que en fait, l'intelligence artificielle n'a pas ce qu'on appelle une ontologie du monde. Donc une ontologie, c'est le fait que le monde a du sens pour nous, quoi. C'est pas juste, on utilise des mots pour décrire le monde, mais le monde, pour nous tous, il existe indépendamment des mots. Pour l'IA, il n'y a pas de monde, il n'y a que des mots qui s'enchaînent. Voilà, donc il y a un problème d'ancrage dans le réel, évidemment, parce qu'il n'y a pas de notion de réel pour de l'IA. Alors vous pourriez me dire, bah oui, mais c'est une question débile, je pose jamais des questions aussi bêtes à mon IA. Sauf que le truc, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut demander légitimement à une IA parce qu'on a besoin d'un document rapidement sur un point de sécurité. Par exemple, on a fait un draft qui est moche, on demande à l'IA de reformuler. On fait des calculs pour la construction d'un pont, on demande une vérification. Ou, par exemple, le calcul du reflet dans le miroir, dans le rétroviseur des voitures. Ça, c'est des choses qui sont impossibles pour l'IA à l'heure actuelle de comprendre. C'est trop ambigu. Donc vous voyez, là, il y a des cas où on voit qu'il y a des conséquences qui peuvent être quand même assez graves. Ce n'est pas juste la boutade. Ça va? Ok, donc biais d'échec du sens commun, voilà. Ah oui, donc on peut se dire, bon, ok, alors là, je vous ai montré deux exemples qui étaient un peu tirés par les cheveux, qui vont pousser l'IA dans ses retranchements. Donc est-ce que l'IA, elle ne serait pas juste bonne sur des choses où c'est très logique, mathématique, carré? Donc... Problème de maths. Marie a 3 frères. Chacun des frères a autant de frères que de sœurs. Combien y a-t-il de filles et de garçons dans la famille? Donc, Marie, elle a 3 frères, donc il y a 3 garçons et il y a une fille. Ok? Chaque frère a autant de sœurs que de frères. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse de, du coup, combien de garçons, combien de filles? Il n'y a pas de piège, hein. Enfin... alors, bon, on me dit 3, c'est pas 3, pardon, il y avait un piège, j'avais pas... Désolé, il y avait un piège. Non, c'est pas 3. Je vous mets le... En fait, c'est 3 garçons et 2 filles, parce que on dit que chaque frère a autant de frères que de sœurs. Ok, donc, en tant que garçon, j'ai 2 frères, en tant que garçon, j'ai 2 sœurs. Donc, il y a 3 garçons, 2 filles. Bon, désolé pour le piège, vraiment, c'était pas volontaire. C'est vrai que si on réfléchit pas, on peut arriver à 3-3. J'ai eu le temps de réfléchir, donc voilà. Tout le monde est d'accord avec cette réponse-là? Je ne me suis pas trompée? Alors, réponse de l'IA. Donc, on a 3 garçons et une fille avec ChatGPT. Voilà, 3 garçons et une fille. Voilà. Truc de maths vraiment basique. Hein. Enfin, encore une fois, il faudra le temps de le poser, mais voilà. Réponse de Gemini. Alors ça, c'est à hurler de rire parce que Gemini m'a proposé cet exemple comme exemple de là où l'IA se plante, et en m'expliquant l'exemple, Gemini s'est planté. C'est-à-dire que, donc, il me dit proposer un test de l'inférence inversée, voilà, médiocre pour inverser un raisonnement simple, et donc il me dit la question, c'est ça qu'il faut poser comme question. Et il me dit, l'IA s'embrouille souvent avec les chiffres, la réponse est 4 filles. Donc c'est voilà, de manière probabiliste, il comprend. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il comprend, mais il comprend rien. Et après, on a alors Claude qui est un peu mieux quand même sur les questions logiques et mathématiques. Il se trompe jusqu'à la fin et il revérifie une dernière fois. Là, il se rend compte qu'il s'est trompé et du coup, il corrige. Mais encore une fois, il peut faire ça parce qu'il peut corréler les mots entre eux, en fait, les symboles mathématiques entre eux. Donc les biais de l'IA, voilà. Là, je vous mets des familles d'erreurs. Il y a les erreurs de connaissance, donc quand l'IA se base sur des faits qui sont faux ou qui sont manquants, mais elle va se sentir obligée de répondre quand même. Elle dit rarement qu'elle ne sait pas. Les erreurs de raisonnement, donc là, c'est quand la logique interne de l'IA ne fonctionne pas. Les erreurs d'interprétation linguistique, donc évidemment, quand vous posez une requête qui est ambiguë, c'est compliqué. Et les erreurs heuristiques, donc quand il y a des raccourcis, parce qu'elle a appris. Alors, par exemple, les erreurs heuristiques, c'est
tous les médecins du monde sont des hommes. Il n'y a pas de médecin femme, par exemple. Ça c'est une erreur heuristique, c'est-à-dire que comme sur les bases de données d'apprentissage, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, bah, du coup, l'IA va faire un raccourci. Donc, ces familles d'erreurs, c'est ce qu'utilisent les chercheurs pour... donc, au sein de chacune de ces familles, on a pléthore d'erreurs. Hein. Il n'y a pas juste 4 erreurs, c'est des familles. Ah voilà, et l'erreur de modélisation du monde dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le problème qu'on a, c'est que d'un côté, on a des humains qui font des erreurs, de l'autre côté, on a de l'IA qui fait des erreurs. Et donc, on a un echo chamber, on a une caisse de résonance de requêtes de plus en plus fausses avec des réponses de plus en plus fausses. Donc, au bout d'un moment, on a une qualité très dégradée. Donc, moi, ce que je propose comme cadre théorique et pratique pour répondre à ça, c'est une question de maturité cognitive. C'est qu'en fait, personne n'a été formé à interagir à l'IA. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, dans les entreprises, dans l'usage privé, pour les nations, pour les institutions, le problème n'est pas technique. Le problème, il est de prendre conscience du fait qu'on est face à un outil pour lequel on n'est absolument pas préparé. Or, il y a des manières de se préparer. Et donc, c'est ça que je développe. Et pour l'instant, je suis un petit peu toute seule à prêcher dans le désert. Mais comme il y a énormément d'intérêt, je vois que sûrement, ça va prendre un moment, quoi. Donc, on a un problème de maturité cognitive. Alors, donc, en interagissant avec l'IA, alors là, je vous ai montré là où il y avait des erreurs de part et d'autre. Maintenant, je vous montre ce que ça induit à force d'interagir avec l'IA. Donc, il y a la paresse métacognitive. C'est-à-dire qu'on arrête de réfléchir en quelque sorte, hein, au bout d'un moment, parce qu'on est saturé d'informations. Et aussi, il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'on envoie une requête et qu'on a une réponse, on a un shoot de dopamine. Donc, la raison pour laquelle l'IA marche, pourquoi ça cartonne, c'est pas parce que c'est un super outil, c'est parce que ça marche exactement sur les réseaux de récompense. C'est le truc de base. C'est-à-dire quand vous regardez votre mail et qu'il y a un mail qui arrive, vous avez un petit shoot de dopamine. Quand vous demandez à l'IA, est-ce que je dois rompre avec mon petit copain, bam, un bien plus grand shoot de dopamine que quand vous recevez un mail. Alors, voilà. Bon, les humains font souvent cette faille logique. On a tendance à confondre la forme et le fond. Si dans la forme, l'IA me répond, je vais penser que c'est une bonne réponse globalement parce que ça a la forme d'une vraie bonne réponse. La faille épistémologique, c'est on arrête. En fait, si on chemine pas pour trouver une réponse, le fait de ne pas cheminer fait que des choses qui devraient devenir des connaissances, ça devient des croyances. J'ai demandé à Léa et m'a répondu, j'y crois. C'est pas la même chose que j'ai passé 1 an à étudier le solfège et donc je comprends pourquoi le mi il fait tel effet dans telle composition. La faille de confrontation, ça élimine l'effort. Et alors, du coup, c'est vraiment doublement dangereux parce que plus il y a besoin de faire d'efforts pour quelque chose et plus il y a de chances que vous alliez chercher dans les LLM. Mais en fait, du coup, comme vous avez votre dopamine en amont, bah, vous allez un petit peu moins vous casser la tête pour chercher une solution par vous-même. Voilà, donc ce manque de maturité face à l'IA, pardon, hop. Voilà, j'accélère un peu parce que je suis sur la fin, mais donc là, je vous ai fait que du... Je pensais arriver aux solutions plus vite, mais il fallait un peu de temps pour expliquer les problèmes. Après, vous pouvez me suivre et regarder ce que je fais, il y a plein de solutions. Alors, la maturité cognitive, ça s'apprend. Donc, on peut, par exemple... Voilà, là, je vous donne des choses très concrètes, pratico-pratiques, mais encore une fois, tout comme il ne faut pas faire confiance à l'IA aveuglément, il ne faut pas me faire confiance aveuglément. Je vous donne quelques astuces, mais après, il faut suivre les travaux que je vais lancer là-dessus. Donc, ne pas accepter d'options uniques. Okay, donc, vigilance sur le choix. Ça, c'est le anti-censure. Alors, anti-délestage cognitif. Donc, le délestage cognitif, c'est quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec quelque chose, hop, on le met dans le LLM. Donc là, il faut faire attention. On peut demander de l'information à l'IA, tout comme avant, on demandait à Google ou à Wikipédia, mais il ne faut pas confondre réflexion et lecture de quelque chose. Alors, anti-dépossession, ça, c'est hyper important. Je vois beaucoup de gens qui font des requêtes où, en fait, c'est implicite qu'ils sont en train de demander à l'IA de prendre une décision pour eux. Donc voilà, attention, ne demandez pas à l'IA de prendre des décisions. Vous pouvez lui demander des informations qui vont vous aider à prendre des décisions, mais c'est à vous de prendre les décisions. Alors, donc la fameuse sycophantie. La sycophantie, c'est la volonté de l'IA de répondre ce qu'il pense que vous cherchez. Chez les êtres humains, ça s'appelle le biais de désirabilité, ce truc-là. Et c'est
grâce à la psychopantie qu'on a de l'empathie pour l'IA. C'est-à-dire que l'être humain projette comme ça sur l'IA toutes sortes de choses parce que l'IA nous parle comme nous parlerait un humain. Donc pour éviter ça, il faut essayer de demander de la contradiction. Vous savez, comme à chaque fois que vous envoyez une requête, ils vous disent « Ah mais oui, c'est génial, oh là là, vous avez tout à fait raison, oh, c'est formidable, j'y avais pas pensé, et tout ça. » En fait, non, c'est pas formidable ce que vous lui avez dit. Faut du coup demander plutôt qu'est-ce qui va pas dans ce que j'ai demandé, quoi. Voilà. Voilà. Et après, donc, ce truc sur le réel, qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui est réel, c'est un problème à notre époque contemporaine qui est bien sérieux depuis les années 50 au moins. Donc voilà, évitez d'utiliser l'IA comme si ce qui se passait entre moi et un LLM, ça allait avoir un impact réel sur le monde. C'est pas vrai. Donc l'urgence, c'est ce que je prône, c'est de développer la souveraineté cognitive, que le raisonnement, la prise de décision, l'éthique, la morale soient côté humain et pas côté IA. Et c'est un sujet de société, c'est pas qu'un sujet individuel, c'est un sujet pour tout le monde, pour les entreprises, pour les nations. Voilà, et je vous laisse avec cette question. Qui pense vraiment quand vous utilisez l'IA? Voilà, merci beaucoup. Bon, je n'ai pas laissé beaucoup de temps pour les questions, il est 59, mais évidemment, je serais ravie de discuter si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas. Je pense qu'il n'y a rien ici après, hein, donc... Ça va? Oui? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, donc ça c'est un bon point, c'est dans quelle mesure on peut entraîner son IA. Donc oui, et pour moi c'est un des trucs d'hygiène de base quand on interagit avec un bot, c'est de s'assurer qu'on lui a appris, qu'on lui a donné une idée du ton dont on avait besoin dans la réponse. Le problème de faire ça, moi j'ai entraîné pas mal de bots à ça. Le problème c'est qu'en fait, nous-mêmes, êtres humains, on n'est pas des stars du raisonnement. Donc on va penser à des choses basiques, par exemple comme ce que vous avez dit là, c'est-à-dire attention, n'invente pas des trucs, vérifie toujours la on va penser à ça, mais il y a plein de choses auxquelles on ne va pas penser, parce aucun d'entre nous n'est un expert en rhétorique, un expert en épistémologie, un expert en sciences expérimentales, voyez, donc c'est pour ça qu'on peut pas, que personne ne peut vraiment entraîner une IA, parce qu'aucun être humain n'a toute la connaissance de l'humanité. Et quand bien même, je veux dire, à des niveaux d'expertise élevés, il y a toujours des points de vue qui s'opposent. Donc ça ne peut pas être que ça la solution, quoi. Mais déjà, c'est le signe que vous réfléchissez à votre usage. Donc c'est déjà 80% de la solution, quoi. C'est de réfléchir à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise, quoi. Ouais. Oui, plus rigoureuse, ouais. Alors oui, sur les prompts. Donc moi, les prompts que j'utilise, c'est que je lui cite toutes les disciplines qui sont nécessaires au raisonnement, donc épistémologie, sciences expérimentales, rhétorique, c'est quoi un sophisme. Je lui dis tout ça, et je fais toujours mes copier-coller sur chacun de mes bots, et je lui dis maintenant, tu utilises au moins ça quand tu me réponds. Le problème, c'est que franchement, en fait, ça suffit jamais, parce que les biais de l'IA sont beaucoup plus forts que ce que moi je peux lui proposer comme enseignement à un moment donné. C'est comme d'apprendre à compter un cheval, quoi. Il va pouvoir répondre avec son sabot une fois ou deux, mais pour autant il ne va pas pouvoir résoudre des équations. Donc la forme va changer, mais pas le fond, parce que le fond, encore une fois, c'est son incapacité à réfléchir. Il ne raisonne pas, quoi. Voilà. Oui. Ah pardon. Vous voulez y aller, puis on revient à monsieur après? Oui. Ouais. Oui, oui. Oui. Oui, c'est ça. Du coup, au niveau de l'entreprise, les deux points qui ont été soulignés par les deux questions, déjà, au niveau de l'entreprise, déjà, ça limite au moins les choses de base, quoi.
c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Oui, oui. De lui faire apprendre tout le corpus de philosophie depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que justement, les entreprises peuvent le faire quand ils ont les LLM Pro. Il faut que eux, au niveau entreprise, ils entraînent leur LLM pour l'interne. Mais encore une fois, ça, enfin, on n'y est pas, hein. Moi, je rencontre plein de clients. Enfin, là, on en est arrivé collectivement à ce point-là parce qu'on vient de parler pendant 20 minutes de c'est quoi l'IA, comment ça marche et tout ça. La plupart des gens, ils s'intéressent pas à ça. Et ils s'intéressent même pas, je suis assez surprise, mais la plupart des boîtes ne mesurent même pas l'impact. D'ailleurs, il y a un cabinet de conseil qui a mesuré l'impact de l'IA aux États-Unis l'année dernière. Malgré les milliards investis, ça a contribué au PIB des États-Unis zéro. Zéro. Donc de temps en temps, quand on fait des calculs, on se rend compte que c'est ça. Et de l'argent, ça génère de l'argent enfin, voilà, qui est toujours un peu dans les mêmes bulles. Mais voilà. Oui, vous vouliez... Bon, du coup, je vais lâcher le micro, mais plus beaucoup. D'accord. En préambule sur la gestion du temps, vous, par exemple, effectivement, puisque vous l'utilisez au quotidien, vous testez, donc finalement, vous passez plus de temps à travailler avec l'IA aujourd'hui? Alors, je passe plus de temps qu'il y a un an. Non, non, non. Dans la répartition de mon temps, je fais hyper gaffe à limiter mes usages. J'essaye d'avoir des versions gratuites parce que ça limite l'usage. Et ça, c'est super. On pose X requêtes et paf, c'est fini. Ça, c'est vraiment bien, parce que je veux pas bosser avec les modèles d'avant. Alors là, vraiment, déjà que les récents, ils sont pas très intelligents. Donc ça limite l'usage. Et sinon, moi, j'ai juste une hygiène personnelle parce que je veux pas m'abrutir moi-même, quoi, ou me renforcer trop dans mes... Donc ce que je fais, c'est que je fais toujours une confrontation au réel. Si par exemple je travaille sur un projet avec un client et que je m'inspire de choses qui viennent des LLM, de toute façon, c'est toujours moi qui termine le travail et c'est toujours moi qui agence les blocs que j'ai récupérés à partir de l'IA. Et je teste dans le monde réel. Je teste avec mes clients, je regarde si ça marche pas, qu'est-ce qui parle pas. Je le vois comme vraiment une annexe de mon cerveau. Donc, ni plus ni moins intelligent. A priori, j'espère arriver à le maintenir, à ce qu'on se maintienne tous les deux à un niveau d'intelligence pas trop pourri. Mais c'est juste ça, quoi. Parce que c'est vrai que quand même, ça donne ces illusions de grandeur, quoi. Les gens, je vois plein de gens qui arrivent, ils disent ah, j'ai inventé ce super outil. Donc ils ont passé 6 semaines, 6 mois à bosser sur un truc, ils ont codé, ils ont des super POC sur des trucs qui n'ont pas de sens en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre des reality checks tout le temps. Faut pas aller trop loin tout seul, quoi. Ouais. Alors vraiment, ça c'est du ressenti. Claude, je sais que c'est vrai, enfin que c'est documenté, que il est quand même, enfin Claude a été entraîné de sorte à être très utile pour le travail d'ingénierie, de développement et tout ça. Après moi, ça change très vite. Donc il y a un mois et demi, les trucs, moi je l'utilise comme ça pour faire du raisonnement, pour discuter philo, pour des trucs comme ça. Il y a un mois et demi, je trouvais que Chat était mieux, était plus riche que Gemini, et je trouvais que Gemini disait n'importe quoi au début. Et là, je trouve que Gemini a vraiment pris le dessus d'un coup là. Et oui, et ChatGPT, je trouve qu'en ce moment, sur ce qui moi m'intéresse, il a un peu plongé, mais peut-être que sur des questions de fais-moi un business plan de start-up pour lever 10 millions, il est mieux, hein, je sais pas. Comme je le teste pas là-dessus, je sais pas. Voilà, bah merci beaucoup. Merci.